Bonjour à tous. Donc, merci pour la présence. Donc, on va aujourd'hui parler du dernier chapitre du cours sur la morphologie et les équations d'Hamilton-Jacobi et les formules de Laplace. Donc, le quatrième chapitre porte sur les équations d'Hamilton-Jacobi dont on avait parlé la dernière fois et leur extension dans les variétés riemanniennes. Alors, pour le plan du cours, de ce chapitre-là, on va d'abord parler des EDP morphologiques. Justement, on va bien insister sur les équations d'Hamilton-Jacobi dont on a parlé ces derniers jours, qui est différente de celle qui a été proposée hier par Jesus Angulo. On va parler des formules de Laplace d'abord, puis l'axe olénique. Puis on va faire un peu de géométrie générale et riemannienne en particulier, juste le cadre suffisant, et voilà, pas la géométrie où on a besoin d'autres résultats dont on va pas utiliser. Donc ça va être bien concis. Puis on va parler des solutions de viscosité, d'abord dans le cas dans Rn, puis sa généralisation, et puis dans le cas qui nous intéresse, ça veut dire dans les variétés riemanniennes. Au quatrième paragraphe, dans la quatrième partie, on va parler justement des extensions, des opérateurs dont on avait parlé tous ces jours-là, dans Rn, comment on va les étendre dans le cas riemannien, et qui a un lien avec justement la régulation de l'Astre-Lioncz, dont on va proposer des extensions et d'autres opérateurs morphologiques. En particulier les filtres alternés dont on va voir qui vont être étendus dans les variétés riemanniennes. Puis je vais terminer par quelques références sur ça. Bien, voilà, on avait vu le cas de dilatation juste avec une fonction structurante. Donc là, on avait, dans le cas où c'était juste un seul élément structurant, donc moins b de x moins y dans le cas R, et on avait parlé la dernière fois du fait pour avoir l'analyse multi-échelle, de remplacer b par une famille bt qui doit être bien centrée et localisée par rapport à la fonction structurante b. Donc, pour avoir la dilatation multi-échelle, donc il suffit juste de remplacer b par bt, puis on avait une famille, et on avait parlé également de la famille les familles paraboliques. Alors, pour le cas plat, également, on avait vu le lien, on avait vu ça ensemble, le lien entre le cas où on avait une dilatation plate et les EDP du type dt de u égale à plus ou moins grandeur de u, où justement on a différentes formes pour le carré, où c'est donné par la somme des dérivées partielles pour le disque. Donc pour le carré, j'entends bien le carré, c'est on est dans R2 pour lesquels x1 est plus petit que 1 et x2 plus petit que 1. Pour le disque, donc on avait fait référence à la norme L2, à la norme 2, autant pour moi. Pour le disque, c'est la même chose, juste que on va avoir x1 plus valeur absolue de x2 qui va être plus petit que 1. Et pour le losange, non, pour le disque, pardon, c'est au carré, et pour le losange, c'est x1 plus x2 qui est plus petit que 1. Donc ça, on avait fait référence à la norme max qu'on avait identifiée par la norme infinie. Donc il y avait, voilà, c'est bien la norme infinie. Il ne faut pas confondre la dualité dont on a parlé, la dualité dans le sens topologique, où il y avait L1 et L infini, c'est pas pareil du tout.
Cette dualité-là, c'est faite par rapport à la dualité entre la borne sup et la borne inf. Une petite précision par rapport au cours de la dernière fois. Donc, c'est bien ça. Alors, dans le cas plat, dans le cas non plat, justement, prenant une famille de paraboles, le BT, on a les dilatations multi-échelles et les érosions multi-échelles qui sont données par ces formules-là, où c'est en fait une solution de viscosité de cet EDP-là, un problème de Cauchy avec une donnée initiale. Donc on va revenir vraiment sur ça avant d'étendre ces propriétés-là dans les variétés. Donc c'est une EDP qui est de type Hamilton-Jacobi. Donc hier, Rhésus Anglo vous avez montré une EDP où ça dépendait de U et des gradients de U. Nous, on utilise juste la variabilité spatiale et le gradient, d'accord? Donc là, il est montré que si H est convexe, l'autre ça va être concave. En plus de la superlinéarité, on avait parlé la dernière fois, ça veut dire que c'est H. Donc c'est la norme de P qui tend vers l'infini, de H de P, sur la norme de P qui tend vers l'infini. Et on a la transformée de Legendre-Fenchel qui est juste le sub de QV et HQ moins H de Q. Alors, on va revenir un tout petit peu sur les solutions de viscosité pour voir réellement ce que ça va donner avant de parler de son extension pour que ce soit pas très compliqué cette transition-là. Alors, on travaille avec des EDP non linéaires, juste du premier ordre. Hier, Rhésus avait travaillé avec U gradient de U, c'est aussi une possibilité. Donc, on dit qu'on a une EDP non linéaire du premier ordre. Le premier ordre fait référence à la dérivée première, le gradient c'est une dérivée première. D'accord? Donc, c'est donné par cette équation non linéaire-là. L'EDP associé est défini comme ça, d'accord? Sur Rn croix Rn, où H est donné dans l'espace vectoriel. On verra dans l'extension pour les variétés, on va travailler sur le fibré cotangent, justement. Donc, il faut bien essayer de suivre d'ici là. G, c'est aussi défini dans Rn, là, il n'y a pas de souci. Les dérivés également, on en reparlera, qui vont être définis dans le fibré tangent. D'accord? Alors, la superlinéarité. Alors, dans le cas où on a une régularité Lipschitz de G, avec la convexité de H, on a le résultat de l'existence de la solution de viscosité. Avant cela, il y a ce résultat-là qui parle de la dualité entre la transformée de Fenchel-Legendre, qui est en réalité c'est le Lagrangien. Donc, l'hamiltonien et le Lagrangien ont des propriétés duales. Dans la mesure où déjà la transformée de Legendre de l'un va donner l'autre. Aussi, si j'ai ces propriétés-là pour H, ça veut dire la superlinéarité, la convexité, il en sera de même pour le Lagrangien. D'accord? Alors, on va introduire la notion de chemin. C'est pour établir, de parler d'abord de la formule de Hoplax, d'abord, qui a été vue juste comme le plus court chemin, d'accord, entre, quand je parle d'un point X à un point Y, j'ai un chemin W pour lequel le point d'arrivée correspond justement à notre X. Alors ça, c'est juste la dérivée, W est supposée régulière. Alors, il y a la formule de Hoplax qui dit que dans ce cas-là, le problème de Cauchy qu'on avait vu avant, ça peut être juste formulé comme un problème de minimisation. D'accord? Et ce minimum-là, il est réellement atteint. La borne inférieure est réellement atteinte au minimum et le minimum coïncide avec cette formule-là. Où L, c'est le Lagrangien lié à l'hamiltonien par la transformée de Legendre-Fenchel. D'accord? Bien.
Alors, l'autre résultat nous dit que cette formule-là, la formule de Hoplax et l'ellipsis, et d'ailleurs c'est une des raisons qui fait que c'est intéressant de passer de la formulation qu'on avait vue avec la borne sub-inf, juste que je disais la formulation discrète, celle-ci, la borne sub est la borne inf, vers les EDP, parce que quand on parle d'EDP, ce qui est aussi intéressant, c'est de parler de la régularité des solutions, d'accord? Et là, on peut se prononcer réellement sur le type de régularité, indépendamment du fait que, voilà, même si on avait une fonction qui n'avait pas une certaine régularité, le fait d'utiliser la formule de Hoplax, ça permet de régulariser, d'accord? Donc là, on a, dans ce cas-là, si la donnée, avec la donnée f qui est juste continue, donc la formule de Hoplax nous dit que la solution va être Lipschitz continue et différenciable presque partout, sauf sur un ensemble négligeable, d'accord, de mesure nulle, et c'est solution du problème de Cauchy initial dont on avait parlé, d'accord. Alors, c'est quoi une solution de viscosité? Pour avoir une solution de viscosité, il faut avoir, il y a deux conditions, il faut qu'elle soit une sous-solution et une sur-solution, d'accord. Si tel est le cas, alors on a une solution de viscosité. Alors, c'est quoi une solution de viscosité, une solution ou une sous-solution? On a une sous-solution si, quand je prends une fonction test, ça veut dire qu'on est dans C infini, Rn croix 0 l'infini. Si U moins V va admettre un maximum local en un certain point x0, t0 bien localisé, alors la dérivée partielle par rapport au temps de notre fonction test plus l'hamiltonien va être inférieur ou égal à 0. Là, on parle de sous-solution. Attention, maximum sous-solution. Alors, pour une sur-solution, c'est le cas dual. Ça veut dire que si on a un minimum local en un certain point bien localisé x0, t0, alors la dérivée partielle par rapport à t plus l'hamiltonien va être supérieur à 0. On parle de sur-solution. Et si les deux conditions I et 2I sont vraies à la fois, on parle de solution de viscosité. Alors, on avait parlé d'une certaine régularité de l'hamiltonien. Là, en particulier ici, on parlera dans le cas où l'hamiltonien va être Lipschitz et continu. Alors, Lipschitz par rapport à la première variable, parce qu'on avait vu que l'hamiltonien dépendait de deux variables dans ce cas-là, qui sont le gradient et x. D'accord? Donc, on a une condition Lipschitz sur la première variable. Et la deuxième condition du fait qu'on parle de Lipschitz continu, ça veut dire que on aura une condition Lipschitz de la deuxième variable, mais le coefficient Lipschitz va dépendre justement du coefficient Lipschitz de la première variable, le c. D'accord? Alors, si tel est le cas, ça voudra dire que notre problème initial, qui est le problème de Cauchy, va admettre au plus une solution. Ça veut dire que soit elle n'existe pas, ou bien maximum, on aura une solution. D'accord? Là, une autre condition pour que notre EDP ait une solution, c'est que G soit borné. Et vous voyez bien que dans ce cas-là, le problème ne se pose pas en traitement d'image, parce qu'on avait vu la dernière fois que même si on a une image qui est codée sur k bits, que tous nos pixels, I de Mn, ils étaient dans l'intervalle 0, 2 puissance k moins 1. Donc, on a bien cette condition-là qui fait que ça s'y prête très bien pour notre problème en traitement d'image, mais en traitement de données en général. D'accord? Bien. Alors, c'est ces notions-là qu'on va étendre dans la troisième partie aux variétés. Donc, je vous rappellerai les étapes et on va essayer de faire le lien avec ce qu'on vient de voir là. Juste, il faut bien
comprendre que quand on dérive, on travaille des espaces vectoriels. Et là, il y aura son équivalent justement avec les variétés différenciables. D'accord? Bien. Alors, on va voir là quelques notions de topologie, justement pour parler un peu de géométrie sur ça. Alors, on va juste définir le cadre qui nous intéresse. Sinon, après, pour ne pas que ce soit très très compliqué. Alors, on va travailler avec des variétés différenciables riemanniennes. Donc, on va définir c'est quoi une variété. On parle de variété ou bien de variété topologique. De dimension finie, M ici. Alors, ça veut dire que tout point de ce domaine-là, alors une variété topologique, pourquoi? C'est un ensemble qui est muni d'une structure topologique. Une structure topologique, ça veut dire quoi? Que si M est une structure topologique, ça veut dire que l'ensemble est non vide et que déjà M est non vide. Il y a M et l'ensemble vide qui appartiennent à la structure topologique, d'accord? Et on a une stabilité par réunion quelconque. Ça veut dire que quand je prends une famille d'ouverts, inclus dans taux, I quelconque, que c'est stable par réunion, appartient à la famille, taux, I quelconque, et c'est stable par intersection finie. Ça veut dire que quand je prends également une famille dans la structure topologique, que l'intersection des UI, I allant de 1 jusqu'à un certain n, et appartient aussi à la famille. Donc dans ce cas-là, on a une structure topologique. Et en plus, ici, on a besoin que, en fait, si on a une variété topologique, ça veut dire que on peut construire localement en chaque point des homéomorphismes avec des parties de Rn. D'accord? Ça veut dire que pour toute partie, j'ai mis quoi ici? P. Je pourrais localement là construire un homéomorphisme phi avec une partie V qui est inclus dans Rn. D'accord? Et phi est un homéomorphisme. Un homéomorphisme, ça veut dire que phi est continu, phi est bijective, et la bijection réciproque aussi est continue. D'accord? Donc de ce fait, vous voyez, de proche en proche, l'idée qu'il y a derrière, c'est justement d'utiliser les bonnes propriétés qui sont dans Rn et de voir comment essayer de voir leur équivalent. Bon, ça va pas être aussi linéaire, mais on verra que on retrouvera voilà, toutes les propriétés naturellement. Ce qui nous intéressera ici, ça va être comment dériver, comment prendre le produit scalaire, comment prendre la norme, vous voyez, pour pouvoir faire vraiment du calcul différentiel sur ces structures-là. D'accord? Alors, si tel est le cas, ça voudra dire que on va identifier à M, en fait, ce qu'on appelle une carte locale, UFI, à chaque point, localement. Et on va appeler justement phi-1, puisque phi est bijectif, phi-1, ça s'appelle la paramétrisation locale de M. Donc, également, quand on travaille avec les structures riemanniennes, ce qui est vraiment important, c'est de travailler avec des applications qui sont invariantes par changement de paramétrisation. Parce que c'est pas intéressant si on paramétrise, on fait les trucs, on fait une autre transformation et qu'on obtienne autre chose. D'accord? Alors, les composantes phi M, parce qu'on travaille avec, on est en dimension M, donc on aura M composantes ici d'une carte. Elles vont être continues. Elles vont être continues sur l'ouvert parce que c'est un homéo. Donc en fait, ces M phi là s'appelle ce qu'on appelle le système de coordonnées local associé à la carte phi. D'accord?
L'idée, c'est justement de pouvoir recouvrir ça, d'accord, avec un nombre fini d'ouverts. Et si tel est le cas, on aura ce qu'on appelle un atlas, d'accord. Je pense que j'ai défini l'atlas un peu plus loin. Alors, également, si on fixe notre carte locale phi, parfois, et on va l'utiliser après quand on va parler de x1. Il faut faire attention aux notations. On identifie les phi, les m ici avec leurs coordonnées x1 jusqu'à xm qui vont de u dans le même domaine et à valeur réelle. D'accord? Alors, vous voyez bien que quand on parle d'un voisinage, on peut en avoir plusieurs. Donc, l'idée aussi également, c'est de voir est-ce que ce qui se passe, ce qu'on appelle la transition de carte. Donc, on va avoir deux cartes locales d'une variété topologique. D'accord? On en a ici une. Rien ne nous empêcherait ici, là c'est U, rien ne nous empêcherait de prendre ce domaine-là, qui est U', et d'avoir un autre phi' qui va être dans un autre domaine, qui est dans Rn. Donc si justement on a deux cartes locales, c'est important que leur intersection soit non vide. Alors il va exister un homomorphisme phi. Il va exister un homomorphisme phi'. Il va exister un homomorphisme H, pardon, qui va aller de l'intersection vers l'intersection de phi' U inter phi', tel que H' soit égal à H rond phi sur U inter prime. Alors on a, H s'appelle la transition. Comment trouver la H? La H c'est juste, si on a un homomorphisme, pour trouver la H, la H n'est rien d'autre que H est égal à phi' rond phi moins 1. D'accord? Donc ce H' là nous permet d'aller de phi, on en reparlera, je préfère l'écrire, inter U', de phi', dans phi', de U inter U'. Donc on l'obtient par phi' rond phi moins 1. D'accord? Phi' moins rond phi moins 1. On va le définir pour un nombre fini et c'est important d'avoir cet ordre-là. D'accord? Bien que comme c'est un homomorphisme, on peut également aller de phi' vers phi également. D'accord? Alors, je parlais tout à l'heure d'atlas. Ça voudra dire qu'on essaie de recouvrir notre domaine par un nombre fini. D'accord? On a un recouvrement fini d'ouvert. On parle d'atlas, donc c'est une carte où on a, voilà, on a une famille de cartes locales associées à M. Si c'est un atlas, ça veut dire que tout point admet appartient au moins à une des cartes. D'accord? Alors, si l'atlas est de classe CK, ça veut dire que tous les changements de carte, toutes les transitions, sont également des applications différenciables. Alors, je parlais tout à l'heure de l'ordre. Là, j'ai pris HIJ, vous voyez. Là, j'allais de phi vers phi'. L'homomorphisme qui est la transition de carte, c'était phi' rond phi moins 1. Là, c'était HIJ. Je vais de phi vers phi'. Donc, les cartes vont s'écrire phi' rond phi' moins 1. D'accord? Rond phi moins 1. Bien. Alors, également une définition qui va nous être intéressante, c'est le fait que on est un CK atlas. Ça veut dire que quand on a une variété différenciable de classe CK, ce qui sera notre cas quand on va travailler avec des variétés riemanniennes. Donc, on parle de variété de classe CK si la variété va être munie d'un atlas de classe CK qui est supposé maximal. Maximal, ça veut dire que maximal maximal au sens comme on l'entend, c'est maximal. Ça veut dire que si on a une autre carte, forcément ça appartient à l'atlas. D'accord?
Ça veut dire que s'il existe un autre atlas, s'il existe U phi tel que maximal d'un atlas maximal, tel que A soit inclus dans U phi, alors on a forcément que U phi appartient à cet atlas-là. D'accord? Bien. Alors, on va définir la notion de différenciabilité entre deux variétés. Alors, on se donne deux variétés différenciables. Dans la réunion des... comment je peux l'écrire? Des U. En fait, si j'ai un U avec sa fonction phi correspondante telle que c'est contenu dans ça, alors le U appartient forcément à l'atlas. Voilà. Alors là, on va définir ce qu'est des variables différenciables, des variétés différenciables, une fonction de classe CK. On se donne deux variétés différenciables M et N. Alors on dira que l'application F est de classe CK au voisinage d'un certain point M. S'il existe des cartes U phi et au voisinage de P et une carte au voisinage de Q telle que phi tilde soit égal à phi rond F rond phi moins 1. Naturellement, le Q va être égal à F de P. Donc, il faut que cette application phi tilde là soit différenciable ou justement le domaine, on va voir dans les transparents à venir que si on a une application de la variété à valeur réelle, ça va se simplifier. D'accord? Mais je donne la définition la plus générale. Donc, dans ce cas-là, le domaine oméga, qui est ici, est défini comme étant égal à phi de U, où U, c'est une carte locale associée à P, où P est un point de M, inter F-1 de W. D'accord? Qui est un ouvert de Rn, qu'on pourrait écrire comme c'est égal à l'ensemble des x dans phi de U, tel que phi de phi moins 1. Alors, ce F-1 là, ça va être l'image réciproque. Par contre, ce phi moins 1 là, c'est parce que phi va être bijective, c'est la réciproque. D'accord? On prend l'antécédent par phi de ça qui est bien dans W. Alors, pour simplifier, on va... Oui? Non, par rapport à la définition, le F tilde, est-ce qu'au lieu de différentiable, est-ce que c'est pas de classe CK? Parce qu'on définit une fonction d'une application de classe CK. Donc le F tilde doit être de classe CK, non? Ou bien juste différentiable? Non, on va dire différentiable tout court. On va dire différentiable tout court. Parce que c'est le F qui va être de classe CK. D'accord? C'est juste une appellation, mais c'est bien différenciable. Donc les cartes sont de classe CK. On a bien... on a quoi? Des cartes de? Ça dit les cartes pour la définition de F tilde. Donc les cartes, s'il existe des cartes U et W, donc les cartes U et W doivent être de différenciable. Différentiable. Juste différentiable. Juste différentiable. Juste différentiable. Mais classe CK, ça veut dire que c'est K fois différentiable, non? Non, mais c'est pas la même appellation quand on est dans Rn. Oui, le transparent d'avant.
Parce que si j'ai un atlas, tous les changements de carte sont déjà de classe CK. Si j'ai un atlas, toutes les cartes sont de classe CK. Ok. D'accord? Ok? Alors, donc on va désigner par CKDMN l'ensemble des applications M de classe CK à valeur dans M. On va voir qu'on va avoir une simplification quand on va travailler des fonctions définies sur une variété différenciable à valeur dans R. Bien, alors la définition est la même là. On aura une fonction différenciable à valeur dans R. On va noter CK. Là, le M était représenté, on avait CK de Mn. Là, le N, c'est juste l'ensemble R qui est encore une variété. D'abord, j'aurais pu donner un exemple de variété différenciable. C'est tout ce qu'il y a comme Rn. C'est des variétés qui sont différenciables. Alors, l'ensemble des fonctions CK, on divise par CK de M, l'ensemble des fonctions de classe CK. On dira que H est de classe CK. Sur M, s'il existe une carte UFI au voisinage de P pour laquelle le changement de carte H rond phi K va être de classe CK. Là-bas où on avait parlé de oméga, je vous avais dit qu'on pourrait avoir une simplification. Ici, où est le oméga? Ce oméga-là était représenté comme ça. C'est le phi de U de F U inter F moins 1 de F. Là, ça serait de manière plus simple, c'est juste le phi de U qui est encore une partie de Rn. Parce que je l'ai effacé là. Quand on avait ici la variété, le voisinage U, ça renvoyait à des valeurs qui étaient dans R. D'accord? Alors, une proposition également qui va commencer à introduire la dérivée étoile. Ne pas confondre avec l'étoile que je vais prendre après en bas. L'étoile est en haut. Donc, on dira qu'une application est de classe CK. On va noter CKDN. Si H rond F va être dans CKDN. Et dans ce cas-là, on définit le F étoile par l'homéomorphisme. C'est un homéomorphisme qui va prendre les valeurs dans CKDN et à valeur dans CKDM. Donc, qui est défini par F étoile H qui est égal à juste H rond F. D'accord? Et c'est un homéomorphisme sur les R algèbres, homéomorphisme dans, voilà, comme l'application linéaire, pardon, continue, ou l'inverse également, l'inverse va être également continu. D'accord? À valeur réelle. Alors, également, on aura besoin de la notion de différentiel, de différenciabilité de l'espace tangent. Donc, on a besoin d'un vecteur tangent. Donc, on peut définir de deux manières qui sont équivalentes. Pardon. Donc, il y a la définition de point de vue différentiel qu'on va plus utiliser. Peut-être on dit celle-là un tout petit peu, mais plus celle-là. Donc on parle de vecteur tangent x en un certain point. Donc c'est une application qui est linéaire, qui va de sin infini à valeur dans R, qui vérifie la formule de Leibniz. Donc l'idée derrière, comme j'avais dit, c'est juste d'utiliser encore les mêmes propriétés qu'on avait par rapport aux dérivés classiques qui se font dans Rn en général, la différenciabilité. Donc la formule de Leibniz dit que pour le vecteur tangent x appliqué à fg, c'est f de p x de g plus g de p x de p. D'accord? Ce qui va imiter un peu la différentielle du produit qui est égale à la somme f fois g', c'est f' g plus g' f. Donc, que ça soit cohérent avec ça. Donc, il y a la définition également cinématique qui va utiliser plus les courbes.
Et on va définir ça comme une classe d'équivalence d'une certaine courbe, moins epsilon epsilon. Ce qui est important, c'est que ce soit un ensemble qui est juste centré par rapport à l'origine. On a juste besoin que le gamma de 0 soit égal à P. Parce qu'on veut, on définit le vecteur tangent V en P. D'accord? En un point. Donc la relation d'équivalence, c'est une relation d'équivalence au vrai sens du terme, à savoir que c'est réflexive, que c'est symétrique et transitive. D'accord? Vous pouvez montrer que c'est une relation d'équivalence. Alors, ça veut dire quoi? G gamma 1 va être équivalent à gamma 2 si la dérivée en t égale à 0 de h rond gamma 1, c'est égal à la même chose que la dérivée de toujours en 0 de h rond gamma 2. D'accord? Alors, il y a ces deux types de notation là que vous pourrez voir. Alors, ça c'est vrai pour toute fonction test sur la variété. Alors, il y a deux manières de noter ça. On peut le noter avec des crochets, comme ça, P, pour montrer qu'on prend la dérivée au point P. Ou bien on note gamma point 0. D'accord? Alors, il y a l'espace tangent dont on a parlé pour pouvoir définir justement l'hamiltonien. Et le fibre tangent, pour définir le fibre tangent, on a besoin de l'espace tangent. On aura également besoin du fibre cotangent et on a besoin de son dual qui est le dual de l'espace tangent. Alors c'est quoi un espace tangent? L'espace tangent en un certain point M, d'accord, c'est l'ensemble des vecteurs tangents. Ok. Alors peut-être il y a un exemple peut-être simple, c'est le cas du cercle. Dans ce cas, les vecteurs tangents au point, quand je prends un point P, c'est juste, on peut prendre ça de deux manières différentes. On peut la prendre comme ça va être une droite, ou bien on peut la prendre, alors je vais prendre un autre point ici. Comment je peux le représenter? En fait, c'est comme si on avait un cerceau comme ça, je vais prendre la tangente comme ça, une droite, je peux la prendre également comme ça, verticale. Elle peut être horizontale ou verticale, d'accord? Et en tout point de ce fait, dans ce cas-là, on a ces espaces tangents, l'espace tangent, le fibre tangent va être représenté comme ça, ou bien, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut le prendre comme ça, d'accord? C'est des droites qui vont être, et je mets pointillé parce que c'est dans l'autre côté et ça ressort là. Hein? Donc c'est vraiment tangent, voilà. Alors, l'espace cotangent, ça va être l'espace dual. Ça veut dire que c'est dual au sens que ça va être une application qui est linéaire. Ça va être un homomorphisme de comment je le... Ça va être une application qui est linéaire. D'accord. J'ai noté homme par l'ensemble des homéomorphismes de TP. L'ensemble des homéomorphismes définis sur TPDM à valeur dans R. D'accord. Dans ce cas-là, on va appeler un élément de l'espace cotangent soit un covecteur ou bien un vecteur cotangent au point M. D'accord? Alors, le fibre tangent, ça va être la somme disjointe. Donc, en fait, c'est un couple. C'est un couple qu'on va donner. Ça va être tous les points qui vont... en fait, c'est l'ensemble de tous les espaces tangents en tous les points M. Donc, ça va être un couple qu'on va donner, où le P
il va être dans M croix TPM, en fait. D'accord? On va prendre la réunion de ça. La réunion de tout, c'est la réunion de tous les points P, TP de M. La réunion de tous les points M croix TP de M. D'accord? Et pour le fibré cotangent, on prend la réunion de tous les espaces cotangents. D'accord? Pour le fibré cotangent, on prend la réunion de tous les espaces cotangents au point M. Alors, j'avais parlé au début d'un système de coordonnées locales où j'avais identifié ça au point x1, x2, x2. Donc, c'est par rapport à l'ensemble des cartes locales. D'accord? Donc là, si on se donne un système de coordonnées locales associé à la carte locale UFI, au voisinage d'un point, on peut avoir une base de l'espace tangent au point M et une base de l'espace cotangent au point M qui sont C dx1 jusqu'à dxm, et pour l'espace cotangent, ça va être ces dérivés là, ça va être les dérivés partiels. Il y en a également M qui vont être des bases respectives de l'espace tangent au point P et à l'espace cotangent au point P. Alors, c'est des espaces qui ont la même dimension, c'est normal, et leur dimension est égale à la dimension de la variété, ça veut dire M, d'accord? Alors, il faut, voilà, et il faut être après un peu familier à ces notations-là. On a d de xi en haut, avec la dérivée de d de xj qui est égale à d de xi sur d de xj, où ce dérivé partiel-là, c'est d sur dxj, que j'ai réécrit ici, c'est juste une abréviation par rapport à la dérivée qu'on avait vue au début, juste au transparent d'avant, au point M, là, qui est égal juste à la dérivée partielle au point phi p, parce que c'est parce qu'on travaille avec la carte locale U phi de P. Donc, il faut ici, quand on dérive par rapport à xi et qu'on travaille avec son image, qu'on travaille avec phi de P, pas P, phi de P. D'accord? Avec xi étant le système de coordonnées associé à la carte U phi. Il y a également un lien quand je prends une transition de carte, ça veut dire que si je me donne un autre système de coordonnées, yi jusqu'à m également, il y a un lien entre les dérivés par rapport à ce système de coordonnées là, vu par rapport au système de coordonnées que je m'étais fixé au début. Donc, comment se fait cette transition là? On a la dérivée de i qui est égale à d de y sur d de xi de dxj. Toujours ces dérivés là c'est cette formule là en fait, c'est juste une abréviation de ça. Même chose pour le DI, donc c'est le lien entre les dérivés par les transitions de carte. D'accord? Ça se fait via la dérivée partielle dy sur dyj, dont la formule est utilisée ici. D'accord? Alors, quelques notions supplémentaires, puis après, on pourra essayer de les utiliser dans notre problème de Cauchy. Alors, on a deux variétés différenciables, M et N, f de classe CK, différenciable. Alors, pour tout point M, on va définir l'application différentielle de f au point P par la différentielle, par ce qu'on note ici dfp, d de fp, qui est défini sur l'espace tangent au point M, au point P en M, à valeur dans l'espace tangent en Q, ou aussi également Q est égal à f de P, tel que on est la différentielle de f au point P en X, en H, c'est égal à X, H rond F. D'accord? Alors, on appelle le dfx
dfp en x, c'est le vecteur image directe de x par f. D'accord? Alors parfois, je vous disais de faire attention, il y a également le fait de noter ça, le f étoile. L'étoile est ici en bas. On avait vu le f étoile en haut tout à l'heure. Faites attention à ça. Quand on le met en bas, c'est l'écriture de l'application différentielle. D'accord? Qui est définie par x rond f étoile. On peut faire le lien avec cette définition-là qui est équivalente avec l'approche cinématique. N'oubliez pas, c'était gamma, le point, gamma point 0, qu'on avait vu tout à l'heure. Dans ce cas-là, si V égale à gamma de P, où gamma c'est un chemin, alors la différentielle de V en P est juste le vecteur f rond gamma. D'accord? En Q également, P, Q égale à f de P. Bien. Alors, là également, on va essayer de faire ça de manière un peu plus simple avec la matrice jacobienne, comme on sait bien le faire dans le cas dans Rn. Alors, pour ce faire, on se donne une carte UFI également, du point P qui est dans la variété M, et on se donne dont ces coordonnées locales associées s'écrivent x1, xn. Et on se donne également une autre carte locale, wφ, dont ces coordonnées locales sont, on les a notées ici, y1 jusqu'à ym. Alors, la différentielle vérifie. Alors, c'est la même formule pour la dérivation qui est juste une abréviation de ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, on a df de p égale à ça sur d de xi, c'est d de fj, où j, où c'est fj, c'est la jème composante de f. N'oubliez pas qu'on a pris m comme étant une variété de dimension m. D'accord? Donc, ce j là, c'est la jème composante de d sur d de yj. Alors, quand on veut exprimer ça justement dans les bases d sur dxi et d rond sur d rond yj, on a une matrice qui va être rien d'autre que la matrice jacobienne. D'accord? Alors, dans le cas où on se fixe les systèmes de coordonnées de xi et de yj, on pourrait écrire ça de manière beaucoup plus commode en écrivant d sur df sur d rond xi, c'est égal à d, la différentielle au point P de d sur dxi. Attention à ça, à ce d sur dxi là. D'accord? Voilà. En gros, c'est ces notions-là dont on aura besoin pour définir justement ce qu'on appelle une variété riemannienne. Alors, pour une variété riemannienne, pour avoir une variété riemannienne, on a besoin d'une variété différenciable et d'un tenseur et d'une métrique riemannienne qui est en réalité un tenseur. Et cette métrique riemannienne-là, c'est une métrique au vrai sens du terme, comme la métrique qui était par exemple dans R où c'était défini avec la valeur absolue ou la valeur entre deux points, de la distance, où ça devait vérifier l'inégalité triangulaire, le fait qu'elle soit positive et qu'elle soit symétrique. Donc là, on a donc là, pour avoir la métrique riemannienne, donc il faut la définir dans, donc ça veut dire qu'en tout point de la variété riemannienne, je prends des vecteurs sur l'espace tangent au point P de M, ici dans le produit cartésien, à valeur dans R, tel que ça va vérifier une métrique, un produit scalaire, d'accord? Ça veut dire que GP doit être bilinéaire en tout point M, en tout point P, pardon, bilinéaire parce que c'est défini dans le produit cartésien, que ce soit symétrique, d'accord? Le produit scalaire, il est symétrique, comme on sait le faire dans Rn. Également, elle est positive. Positive, non nulle, ça veut dire que quand je prends GP au point XX, elle est strictement positive sur tout point non nul. D'accord? De
l'espace tangent à M au point P. D'accord? Et le deuxième point pour avoir une métrique riemannienne, c'est que pour toute carte, les valeurs GIP, donc le GIP c'est défini par GP de ces dérivés-là, qui sont une abréviation comme on avait vu tout à l'heure, ces dérivés-là doivent être des applications qui sont différenciables pour toute carte que je prends dans la variété. D'accord? Ou naturellement, on prend un système de coordonnées associé à phi pour pouvoir bien écrire ça. Alors, si on a une variété différenciable dans laquelle on munit, sur laquelle il munit une métrique riemannienne, on a une variété riemannienne. Voilà. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de tenseur. Donc, on écrit une variété, il faut à chaque fois écrire la variété et la métrique associée, d'accord? Et cette métrique associée-là s'appelle le tenseur métrique de la variété riemannienne, d'accord? Et les GIJ, qu'on avait vu qui devaient être des applications différenciables, s'appellent les composantes de la métrique dans un certain système de coordonnées. Ici, on avait pris les systèmes XI, I allant de 1 jusqu'à M. Alors, le produit scalaire également, voilà, on voudra bien l'écrire comme ça, désormais avec la métrique associée G. Donc, on prend le produit scalaire, ça veut dire que je prends GP de XY. Et la norme, puisque c'est une matrice symétrique définie positive, prendre la racine carrée à tout son sens. Et la symétrique provient du fait que GP, pour que ce soit un produit scalaire, ça vient de la propriété de produit scalaire de la métrique G. D'accord? Qu'on peut écrire de manière beaucoup plus simple maintenant. Si on se donne un système de coordonnées locales associé, U phi associé à la variété M, on pourra écrire GP comme ceci, où les XI sont les coordonnées locales associées. D'accord? Bien. Alors, on va regarder ce qui se passe maintenant dans notre problème. C'est le problème qui nous intéresse, qui est avec comme donnée initiale U0 est égal à F. Là, on est dans... Là, après, il faudra... J'écris comme ça, puis après, on va... Là, c'était dans Rn. Après, on va voir comment bien l'écrire dans une variété, moyennant le fibré tangent et le fibré cotangent. Donc, bien avant, je vais peut-être parler de quelques travaux qui existent sur ces problèmes-là. Donc, il y a le cas du groupe de Heisenberg, où le H est défini sur H croix R+, où H c'est le groupe de Heisenberg, où le gradient, justement, vous voyez, il y a un problème de représentation, comment représenter les choses pour que ce soit cohérent quand on passe d'un espace à un autre, d'accord? C'est pas les mêmes propriétés. Là, le gradient U, c'est le gradient horizontal, et la formule de Hoplax est donnée ici par T fois ça. Alors là, ils ont utilisé, quand j'écris quand on écrit Y-1 X, il y a un point là, et ce point là, c'est la loi du groupe. D'accord? Plus F de Y. Elle est toujours étant égale à la transformée de Legendre, la transformée de Legendre toujours horizontale par rapport à la manière dont on dérive.
D'accord? Il y a le travail qui a été fait dans le groupe de Carnot aussi, qui ont utilisé un groupe de Carnot où ce qu'ils notent ici, les x1 jusqu'à xm, c'est une base d'algèbre de Lie dans ce groupe de Cardona. Également, il montre l'existence d'une solution de viscosité au sens de la définition dont j'avais parlé tout à l'heure, avec bien entendu les bonnes représentations des espaces correspondants. Ça s'écrit comme ça. Vous voyez, c'est une formule qui est assez homogène. On retrouve toujours à peu près les mêmes choses. Voilà, mais il faut faire attention. Là également, c'est la loi du groupe avec le groupe de Carnot qui est donné ici. D'accord. Également, le WG, c'est encore une transformée de Legend Function. Alors, on va voir après la pause qu'on va prendre. On va prendre une pause de 5 minutes. On va voir maintenant comment écrire ça qui était défini dans Rn croix 0 à l'infini. Là, on est dans Rn. Comment bien l'écrire? Comment bien l'écrire? On prend une petite pause. On revient dans 5 minutes. Bien. Alors, ce que je vais présenter dans cette deuxième partie-là, c'est fait en grande partie avec un de mes doctorants, Alun Meng, qui je concadre avec Djaraf Seck et Bakary Manga de l'Université Cheikh Anta Diop. Bien. Alors, dans cette partie-là, on va prendre M comme une variété riemannienne compacte. Tm, c'est son fibré tangent et T étoile de M, c'est son fibré cotangent. Donc, on va définir le Lagrangien. D'abord, le Lagrangien de Tonelli. Donc, on a une fonction de classe C2. La superlinéarité, on en a parlé au début du cours. Où, dans cette fois-ci, cette norme-là, on la prend dans la variété. D'accord? Dans la variété M. Également, pour tout point xv qui est dans le fibré tangent, la dérivée seconde, c'est une forme quadratique définie positive. On appelle ça un Lagrangien de type Tonelli. Alors, on va définir ce qu'on appelle l'action minimale. C'est une sorte de distance, une sorte de chemin. Le chemin qui va relier. Donc, on se donne d'abord un chemin à valeur dans la variété de classe C1, un Lagrangien de Tonelli comme on vient de le définir tout à l'heure. Alors, on définit l'action minimale, comme ça a été défini dans Fati. On le prend dans le produit cartésien qui minimise justement le chemin pour aller de 0 à t. D'accord? Où gamma de 0 ça fait x, gamma de t c'est égal à y. Alors, on va prendre U, notre fonction M à valeur dans R bar, qui est définie par le minimum, l'infimum de ça, plus le chemin minimal. On va montrer que ça va être une solution de viscosité de notre problème de Cauchy qu'on va bien formuler après un peu plus tard. Donc, il y a la propriété de semi-groupe d'abord. Pour ça, on va démontrer que ça a une propriété de semi-groupe. Pas compliqué, on prend f t plus t', t plus t'. Donc, il y a un résultat intermédiaire qui nous permet de décomposer ce h de t plus t' en l'inf de h de t' plus t. Donc, on met l'inf, on sort le inf à l'extérieur. Donc, je prends le inf sur y, d'autres, ça va être sur z, h de t' plus h de t. On les fait commuter. Donc, on les fait commuter. On a la même expression ici. Et on prend la borne inférieure à l'intérieur qui ne s'intéresse qu'au... on prend la borne inférieure sous les y. Donc, c'est cette partie-là qui est là. Plus
l'autre terme qui est le h de t de zx. Et là, on reconnaît bien ici cette partie-là qui n'est rien d'autre que f de t', le t' en bas. Donc, on va distinguer aussi t en haut et t en bas. En bas, c'est l'inf. Quand je le mettrai en haut, ça va être pour la borne sup. Donc, c'est ft en bas de t' plus htz. Et là, ce n'est rien d'autre que f de t composé avec f de t', d'où la propriété de semi-groupe. D'accord? Alors là également, il était question de réécrire la notion de sous-solution et de sursolution de viscosité. Donc on prend en V un ouvert de la variété différenciable. Donc on aura une sous-solution de viscosité de l'EDP non linéaire, de l'équation non linéaire HDX TX, si pour toute fonction test de classe C1, on avait pris de classe C1, C1 c'est largement suffisant, tel que c'est inférieur, alors on aura inférieur, on parle de sous-solution. Donc pour le cas de la sursolution, ça va être la même chose avec juste que en tout point M où U va être au-dessus de phi, pour toute fonction test régulière de classe C1, alors on aura l'opérateur appliqué à ça va être positif. Donc si tel est le cas, on a une solution, une sursolution, on parle de solution de viscosité. D'accord? Alors, il y a ce théorème-là qui va nous permettre de faire le lien avec notre Hamiltonien particulier et faire le lien avec la morphologie. Parce que jusqu'à présent, vous me dites, peut-être, on ne sent pas où est la morphologie dans tout ça. Ce théorème-là, une fois démontré, va nous permettre de prendre un Hamiltonien particulier et ce Hamiltonien-là va faire le lien avec la morphologie. Donc, ce qu'on avait vu dans R2, les jours avant, on va le voir maintenant dans une variété M différentiable. Alors, d'abord, on a besoin de démontrer ce résultat-là. Donc, on a un Lagrangien de type Tonelli, une fonction régulière de classe C0. Donc, on définit le ft, dont on a vu tout à l'heure, qui est défini comme ça. Et on va démontrer ça en utilisant justement la propriété de semi-groupe qu'on vient de voir tout à l'heure. Alors, dans ce cas-là, ce ux de t va être une solution de viscosité de cette équation-là. Alors, l'Hamiltonien, il est défini dans le fibré cotangent. Faites attention. Lagrangien est défini dans le fibré tangent. Donc, la même expression. Donc, on va prendre le sup pour tous les points M qui sont dans l'espace tangent à M au point X. Puisqu'on prend l'Hamiltonien au point X. D'accord? Alors, on se donne une courbe gamma. Donc, avec la propriété de semi-groupe qu'on a vu tout à l'heure, donc on peut décomposer T-1b par, on a vu tout à l'heure que T de A plus B, c'est T de A plus T de B. Là, on fait la même chose avec B moins A et A. On a cette propriété-là. Et donc, on tire de ça cette inégalité-là. D'accord? TA plus l'intégrale du chemin en utilisant la courbe gamma et la courbe gamma prime. Donc, ce qui va nous donner un encadrement entre U de gamma B et U de gamma A. Là, c'est un point A. Je me suis trompé, c'est pas B. Là, c'est bien un point A qui est égal à l'intégrale entre le Lagrangien entre gamma de S et gamma de S'. Donc, on va démontrer que c'est une sous-solution. C'est la première étape. Et la deuxième étape, on démontre que c'est une sursolution. Alors, pour la première étape, on va prendre un phi qui est supérieur à U, phi ayant une certaine régularité, c'est 1 ici, tel que au point x0, t0, que ça coïncide avec le U. D'accord? On prend un t plus petit que t0 et on va prendre un vecteur v sur l'espace tangent en M au point t0. D'accord? On le fixe. Donc, on prend également un chemin gamma sur une tel que le gamma de t0 coïncide justement au point où on a défini l'espace tangent au point M, au point x0. D'accord? Et gamma prime, c'est égal à v. Donc, de là, on tire cette inégalité-là.
Donc, on va fixer le point x0 comme étant égal à gamma de t0. Du fait que on prend une fonction qui est au-dessus de u, il va s'en suivre qu'on aura cet encadrement-là entre phi de x0 t0 et phi de gamma t. Et on va diviser de part et d'autre de cette inégalité-là. On divise de part et d'autre t0 moins t, qui est une quantité positive, donc l'inégalité ne change pas de sens. Puis on va faire tendre t vers t0. D'accord? De ce fait, on a ici le taux d'accroissement de phi entre x0, je vais juste prendre la première variable, x0 gamma de t, qui n'est rien d'autre que la dérivée en t au point x0, t0, qui va être inférieure quand je prends la dérivée de cette intégrale-là, sachant qu'au point t0, on a x0, le gamma de t0 est égal, on a cette inégalité-là. D'accord? Et il va s'en suivre cette inégalité-là en transposant l'autre terme ici, d'où on obtient cette inégalité-là et on a une sous-solution de viscosité. Parce qu'on a pris une fonction phi test quelconque de classe C1, on a montré en chaque point T0 que ceci est vérifié, donc on a une sous-solution de viscosité. D'accord? La deuxième étape, une légère différence avec ça. Donc, on prend toujours une fonction phi appartenant à C1, c'est de classe C1, qui est en dessous de U pour avoir une sursolution de viscosité. Alors, là, on n'a pas besoin de la propriété de semi-groupe. On prend U x0 t0 qui coïncide avec phi au point x0 t0. Et on prend à nouveau un chemin gamma à valeur dans la variété M. Alors, en lequel justement le point en T0 coïncide avec le point X0. Donc, on a ça, U de X0, T0 est égal à U X de gamma 0 plus cette intégrale-là. Avec la donnée initiale, on avait U de X0 point est égal à U de X0. Ici, on a U de gamma 0. Le gamma 0, ce n'est rien d'autre que le gamma 0, ça vaut... C'est le gamma de T0 qui vaut X0. Le gamma de 0, c'est égal à 0. Donc, on a U de gamma de 0. Ce qui va nous donner U de X de T0 moins U de gamma 0 U0, qui est égal à cette formule-là. Et puis, on intègre... relation de Charles de là à là, puis on remplace dans l'inégalité précédente pour avoir la différence qui va donner ça, le chemin entre 0 et T0 du Lagrangien entre gamma S et gamma prime de S, qu'on prend entre 0 et 0, d'accord? Alors, oui, ça c'est avec la relation de Charles. On peut montrer que c'est inférieur ou égal à gamma de U0 moins gamma de U de gamma T0 T0 moins gamma de 0 0 moins U de gamma de T T plus gamma de U0 0. C'est la même écriture. On a juste remplacé, mais c'est comment de l'écrire comme ça, qui est inférieur ou égal à U de gamma T0 T0 moins U de gamma T T. Alors, l'autre étape, c'est cette minoration-là en tout point 0T0. Alors, on aura que U de gamma 0T0 moins U de gamma T va être égal à l'intégrale du Lagrangien entre gamma de S et gamma de S', comme on avait vu avant. Et là, on utilise le fait que, justement, on va avoir une sursolution de viscosité, donc, et que ça coïncide au point x0 t0 avec la valeur prise par U en ces points-là, et du fait de l'inégalité précédente, on a déduit que phi de t0 gamma t0 moins phi de gamma t va être supérieur ou égal à cette quantité-là. Puis on va diviser par t0 moins t
sachant que t est plus grand que t0, puis on va faire tendre t vers t0 pour obtenir en tout point de l'espace tangent à m au point t0 qu'on aura une sursolution de viscosité. On aura une sursolution de viscosité et ce qui veut dire qu'on a une solution de viscosité et une sursolution de viscosité. Donc on a une solution de viscosité. D'accord? Bien. Alors, ça on avait vu ça hier, avant-hier, dans le cas de Rn, 0 à l'infini. Là on travaille maintenant sur la variété M. Donc, du fait de la dualité entre le Lagrangien et l'Hamiltonien, on peut montrer, là c'est le cas convexe, donc l'Hamiltonien ou Lagrangien s'écrit de la même manière, pour le cas égal à 2, pour le cas canonique. Donc on a déduit le Lagrangien qui s'écrit comme ça. Alors on va considérer maintenant une géodésique qui va joindre les points X et Y. On utilise l'action minimale qu'on avait définie au début. On calcule ça et on trouve que c'est égal à t sur 2, 1 demi de t, norme de v au carré. D'accord? Alors, la distance entre ces points-là n'est rien d'autre que l'intégrale de le gamma prime, ds, qui est égal à tv. Et on en déduit l'action minimale, qui est la distance JOD. C'est pas la distance justement. Attends, j'écrive quelque chose. Ici dans quel cas? Ici dans le cas plus 1 demi de gradient au carré égale à 0. On était dans R2 sur l'infini et U2 point 0 est égal à F. Donc ça, on avait vu que la solution de viscosité était donnée par U de XY, XT, qui était égal à la borne inférieure sur R2 de F de Y plus je pense X moins Y au carré sur 2T. Ou ça, on avait vu que ça là, c'était la norme euclidienne. La norme euclidienne c'est la même chose après dans Rn, bon, on verra dans Rn tout à l'heure. Là, c'était la distance euclidienne. Là, c'est la distance géodésique. C'est la même formule. C'est vraiment amusant. Mais c'est la distance géodésique qui n'est pas du tout la ligne droite entre deux points. Ça va être le chemin qui va minimiser justement les deux points. Et c'est ce qui va faire que ça va donner des meilleurs résultats. Parce que ça va... quand on travaille dans les variétés, on est dans l'objet. D'accord? Alors, ce premier résultat-là, on va le généraliser pour P quelconque, qui va faire le lien justement avec ce que je disais tout à l'heure. On va prendre désormais l'hamiltonien gradient de U, qui est égal à gradient de U, maintenant puissance P. C'est ça qu'on va prendre. Sachant qu'on va travailler dans le fibré. On va travailler dans le... pour l'hamiltonien, on est sur le fibré tangent. Pour le Lagrangien, on est sur le fibré tangent. Pour l'hamiltonien, on est sur le fibré cotangent. Alors, c'est ce qu'on va voir ici. Alors, on a le problème de Cauchy généralisé que j'ai écrit tout à l'heure. Alors, pour avoir l'autre, on procède juste par dualité ou bien par inversion du temps. On inverse le temps. Et on aura le même résultat pour la borne inf, qui va être la dilatation. D'accord? Alors là, on a montré que la solution de viscosité s'écrit comme ça, la constante Cp, et c'est la même constante Cp dans le cas de Rn. On a la même constante Cp.
Alors, on prend l'hamiltonien ici. Je pense qu'on avait vu ça au premier cours ou au second cours que si on a le HP qui s'écrit comme ça, le H de Q, pardon, donc on aura L de V qui s'écrit comme ça. On l'avait démontré au premier cours, au deuxième cours. Alors cette constante CP là, c'est la même chose que le cas dans Rn, hein, qui a été démontré par Lyons des années auparavant. Il a juste démontré le cas égal à 2, pas le cas général. Il a juste montré écrit la formule sans la démonstration, qui est vrai dans tous les cas. Alors, on calcule la distance géodésique entre x et y à travers l'action minimale qu'on a vue au début, qui est égale à l'intégrale de ça, qui est encore égal à TV, comme on l'avait vu tout à l'heure. Donc, on peut écrire V comme étant égal à la distance géodésique sur T. On calcule donc l'action minimale, HT, parce que ça c'est donné par, n'oubliez pas le résultat d'avant, où est-ce qu'il est? On s'est basé sur ça. Dans ce cas-là, on a ça. Si on a les propriétés requises pour H, donc cette TDP-là a pour solution cette équation-là, qui dépend de l'action minimale. D'accord? D'où où est-ce que j'en étais? Voilà, on a besoin de cette action minimale là, HT, qui s'écrit la distance entre ces deux points là. Oui. D'accord? Voilà, j'ai besoin de ce HT là. Donc ce HT là, c'est égal à CP, on remplace par sa valeur. Donc on a V, P sur P-1, qui est indépendante de S, donc c'est égal à T, CP, fois la norme de V. D'accord? On tire le HT, qui est égal à TCP, fois ça, cette distance-là, d'où on trouve CP égale à la distance, P sur P-1 sur 1 sur T, qui est égal à ça. Et si vous vous souvenez bien, au second cours, on avait vu exactement la même chose, juste ici, que c'était la distance, la norme euclidienne, la distance entre les deux points là. Et il y avait un terme en 2 ici. En tout cas, c'est la même chose qu'on va obtenir. Donc, c'est une solution de viscosité de ce problème-là. Et en inversant le temps, on peut montrer qu'on aura, pour l'hamiltonien qui est égal à moins, on a sup, ici on a moins. Voilà ce que j'ai écrit ici. Donc, pour le cas de la dilatation multi-échelle, quand on est dans ces variétés-là, ça s'écrit comme ça. D'accord? Alors, il y a les propriétés qu'on avait annoncées la dernière fois dans le cours. Je vous disais qu'on pourrait toutes les retrouver quasiment quand on est dans les variétés. Et quelques-unes sont là. Il y a la propriété fondamentale qui est la dualité. Donc, on retrouve la propriété de dualité qui est ici. Donc, pour l'obtenir, il suffit juste de prendre en compte la dualité entre la borne inf et la borne sup. D'accord? Et de réécrire les choses correctement. Et on aboutit. Alors, ce ft en haut là, c'est là. Voilà, c'est ce que je disais. Quand je mets l'indice t en haut, c'est pour le sup. Quand l'indice t est en bas, c'est pour la borne inf. Là, comme ici. Donc, on retrouve ce résultat-là. Il y a l'extensibilité et l'anti-extensibilité de la dilatation et de l'érosion qui sont encore vérifiées ici. Donc, il suffit de poser FTS égale, je prends le sup sur M d'abord, je prends la borne F sur M, puis la borne sup sur Z après. De f degré plus h de tz moins h de sxz. En posant ça, et il faut remarquer que f est toujours comprise entre le sup inf et le inf sup. D'accord?
parce que f est compris entre la borne sup et la borne inf. On peut montrer que c'est bien compris entre le sup inf et le inf sup. Et on réutilise cette propriété-là ici avec ce qu'on vient de poser là pour avoir l'extensibilité d'une part et l'anti-extensibilité d'autre part pour l'érosion et la dilatation. Il y a la propriété d'adjonction qui est très importante aussi, que doivent vérifier la dilatation et l'érosion. Voilà, également on a cette propriété-là qui est aussi vérifiée. Voilà, elle est là. Ça veut dire que si ft de x est plus petit qu'un certain g, alors ça veut dire que le f de x va être plus petit que le g de tx. Ou le g de tx, ça va être le min. Là, voilà, il est bien écrit, c'est le min. Là c'est le sup. Alors, pour la démonstration, également, c'est pas très compliqué. On suppose ça, puis on démontre l'autre et inversement. Et voilà. Ce qui nous amène à la quatrième partie où on va justement voir comment étendre ça pour les opérateurs morphologiques riemanniens. Alors, on travaille avec une variété riemannienne compacte et connexe, f à valeur réelle dans la droite numérique achevée. On va définir justement respectivement la dilatation riemannienne et l'érosion riemannienne à l'ordre P, à l'échelle tau, par E tau de f, c'est égal à l'inf de ça, de f de y, la constante Cp, et ça étant la distance géodésique entre x et y. Et son dual, qui est la dilatation géodésique, qui est la borne sup de ça, f, la même chose, moins la distance géodésique entre les points x et y. Bien entendu, ça veut dire qu'il faut savoir comment calculer, parce que quand on est dans Rn, on sait comment calculer cette distance-là. Maintenant, quand on est dans les variétés riemanniennes, on va voir plus tard, quand on est dans la boule géodésique, comment avoir une expression explicite de cette distance-là, ce qui va nous permettre d'avoir des expressions explicites de dilatation et érosion multi-échelle. Alors, on peut également définir l'ouverture, la fermeture, comme on avait vu la dernière fois. L'ouverture, c'est juste quand on ouvre, on érode puis on dilate. Ça, vous reconnaissez bien ici l'érosion. On prend la borne inf d'abord, puis la borne sup, ce terme-là avec la dilatation. Donc, on érode puis on dilate, on ouvre, et l'autre, on va dilater d'abord, qui est ici, cette dilatation-là. On prend la borne sup sur les Y, puis sur Z pour avoir l'érosion. Alors, pour calculer justement, concrètement, cette distance géodésique-là, on va prendre une boule hyperbolique. Alors, dans cette boule hyperbolique-là, elle est définie comme ça. C'est l'ensemble des n indices pour lesquels on a leur somme au carré. On a leur somme au carré qui est strictement plus petit que 1. Strictement plus petit. Donc, on l'a menu de la métrique riemannienne, induite à travers la norme euclidienne de Rn. On peut le mettre en général voilà, dans Rn, mais nous, ce qui va nous intéresser principalement, on sera dans R2. D'accord? Où ça là, c'est la norme euclidienne. Alors, la longueur des courbes, elle est donnée par ça, ou ça, vous vous souvenez, ça est juste la norme qu'on avait pris tout à l'heure. Et on avait vu juste avant que quand on travaille avec une variété riemannienne, Mg, la norme, c'est la racine carrée de C, la racine carrée de G, de ça, pardon, là c'est gamma, gamma prime. Gamma, gamma prime. Donc j'ai la norme, parce que G est symétrie définie positive, on peut bien prendre la racine carrée. Donc on peut réécrire comme ça. Donc la distance entre deux points x et y va être notée dBn de x, y, qui est le plus court chemin. Quand on va prendre l'ensemble de tous les chemins qui vont relier x à y, on va prendre celui qui est le plus petit. D'accord? Donc
les calculs, on peut calculer classiquement, on a ça qui est bien connu, c'est égal à 1 plus cette expression-là. Et on tire la distance qui est juste l'argument du cosinus hyperbolique de cette expression-là. 1 plus 2, la norme euclidienne, 1 moins la norme euclidienne, 1 moins la norme euclidienne. Vous voyez bien que c'est pas quelque chose de linéaire. On va voir que ça va être des arcs. On aura des arcs au lieu d'avoir une droite. En 2 points en euclidien, il ne passe une seule droite. D'accord? Quand on travaille avec ces trucs-là, il y a une multitude de chemins à prendre et ce qui est intéressant de prendre, c'est de prendre le plus court chemin. Donc finalement, dans le cas canonique, vous voyez, maintenant on peut calculer explicitement ça. Ok? Et on calcule dans ce cas-là l'érosion multi-échelle donnée par ça. Et l'érosion également, l'érosion multi-échelle, on peut avoir la dilatation multi-échelle en prenant la borne sup, F moins cette quantité-là. Alors, on peut avoir une famille beaucoup plus générale justement en tirant profit de ça, de cette formule beaucoup plus générale à tout ordre P. On peut avoir ça et on va calculer les distances entre x et y par la formule que j'ai donnée ici, là, pour avoir une famille de courbes beaucoup plus générale qui généralise le cas canonique de Rn et on en a plus. Alors, j'ai représenté ici ces familles-là pour vous montrer que c'est pas ce qu'on j'avais montré dans le second cours, les familles avec le cas, si vous vous souvenez, le cas de x là, dans le cas dans Rn. C'est la même chose, c'est juste on prend la distance euclidienne entre x et y ici. Là-bas c'était la distance euclidienne, là c'est la distance à travers quand on est dans la boule hyperbolique, qui est donnée avec l'argument du cosinus hyperbolique. Donc c'est ça que j'ai représenté en une dimension. Dans le cas où P, donc je pense l'avoir dit, ça c'est vrai uniquement pour P supérieur strictement supérieur à 1. D'accord? Alors, donc dans le cas où P est compris entre 1 et 2, on a ces familles de courbes là. Quand P est plus grand que 2, voilà les familles qu'on a. Je pense dans l'autre cas, on avait le cas où on avait juste 2 lignes droites. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces courbes-là. Peut-être si vous les revoyez. Donc ça change carrément la forme. Alors dans cette, alors on va faire le lien avec les opérateurs de régularisation de l'astréliance qui ont été initialement définis dans Rn, puis étendus après sous diverses formes. Donc on va voir d'abord la formulation initiale. Donc on avait H qui était un espace de Hilbert, borné uniformément continu, muni d'une certaine norme induite par le produit scalaire dans H. Alors, il y a l'espace C1 de H qui est l'espace des fonctions continuellement différenciables. Il y a C1b, c'est dans C1, et en plus, il faut que le gradient soit borné dans H. Et il y a C1b, où F est dans C1 et le gradient ellipticien. D'accord? Alors, pour T est plus petit que tau, ils sont tous positifs. Pour tout point x de l'espace de Hilbert. Donc, Lyons et Lastry-Lyons, ils ont défini ces opérateurs-là. Le sub de 1, vous voyez, ce qui change avec la différence avec l'ouverture, c'est pas les mêmes échelles. Si c'était la même échelle, si tau était égal à delta, l'opérateur là serait juste une ouverture et cet opérateur là serait juste une fermeture. D'accord? Il y a ce résultat là qui montre une convergence simple
de ces opérateurs-là pour tout delta qui est plus petit que, pour tout delta tendant vers 0. Il y a également les filtres de Bernard qui a proposé ce filtre-là. Donc, on prend une dilatation à l'échelle tau et on érode à l'échelle 2 tau. D'accord, ça va être beaucoup plus symétrique et on dilate à nouveau à l'échelle tau. Donc, symétrique dans la mesure où c'est comme si on avait dilaté à la même échelle 2 tau qu'on va l'éroder avec cette symétrie-là. C'est beaucoup plus symétrique que ces opérateurs-là définis par Lyons. Alors, il est montré dans Angulo, dans le travail de Jesus qu'il avait fait en 2014, que on pourrait écrire ça comme juste la composée d'ouverture et de fermeture. D'accord? Également, dans le travail de Bernard en 2010, là, il a montré que cet opérateur-là, il est de classe C11 de H. Donc C11, c'est pour lesquels F est dans C1b et le gradient est lipsichien. D'accord? Que on a une continuité et si F est uniformément continu dans H, alors on a la convergence uniforme. D'accord? Vous voyez, c'est un certain nombre de régularités qui est vraiment intéressant également à voir quand on travaille avec les EDP. Donc on n'a pas forcément ça quand on est dans le cadre de l'analyse convexe classique. Alors il y a des extensions qui ont été proposées dans les variétés riemanniennes. Il y a Azagra et Ferrara qui ont proposé ça, de prendre la borne sup, la borne inf, dans le cas canonique, d'accord. Là également, ils montrent que là ils sont allés vraiment beaucoup plus loin en liant ce travail-là avec la courbure sectionnelle et le rayon d'injectivité et également le rayon de convexité. Donc ils montrent que si on a un certain cas positif qui va borner la courbure sectionnelle et sous l'hypothèse que les rayons d'injectivité et de convexité de M soient positifs, alors cet opérateur-là va converger également uniformément pour lambda et mu positif. Donc ce travail est relaté avec celui de Bernard où il a montré la convergence uniforme sous l'hypothèse que F soit juste uniformément continu dans H. D'accord? Je pense que là-bas, c'est les rayons, c'est normal quand on est dans les variétés que les courbures également puissent beaucoup influer sur les résultats. Donc c'est très intéressant. Et il y a d'autres filtres justement qui ont été proposés par Angulo qui sont dans cette formulation-là. D'accord? Alors, là, également, un des résultats qui ont été obtenus dans le cadre de cette thèse-là, que je vais présenter ici. Donc, on a introduit, donc, sous l'hypothèse que F soit uniformément continu également, et que ce soit borné sur M. Donc, on avait défini plus haut l'érosion, l'ouverture et la fermeture à la même échelle. Si vous vous souvenez, à l'échelle tau, c'était à la même échelle. D'accord? Pour l'ouverture et la fermeture. Là, on a des choses similaires, mais on change les échelles. On est à l'échelle T et à l'échelle tau. Là, c'est on fait une érosion à l'échelle tau au paramètre P, et là on fait une dilatation à l'échelle delta. D'accord? Et l'effet dual, on va prendre la fermeture, on prend la dilatation à l'échelle tau et l'érosion à l'échelle delta. Donc, bien entendu, on a toujours ce résultat de conservation là, F, qui va être toujours comprise entre ces deux quantités là.
Et on montre que lorsque t est positif, lorsque t tend vers 0, lorsque taux tend vers 0, que ces opérateurs-là vont converger uniformément vers f. Ça veut dire que ça va converger uniformément vers f. Donc, il faut comprendre par ce résultat de convergence-là que pour taux petit, ces opérateurs-là constituent de bonnes approximations pour f. Ça régularise f. Ça augmente la régularité de f parce qu'on est dans C1M de M. Alors initialement, qu'on était juste uniformément continu. Donc c'est vraiment des opérateurs de régularisation. Alors, on peut définir également ces opérateurs-là, la moyenne, en prenant la somme sur 2. On peut les composer également d'une certaine manière. Je vais noter ça ici, S. D'accord? On peut le noter également en changeant. Là, on a commencé par l'ouverture, je dirais par l'ouverture, parce qu'on a une dilatation et une érosion à des échelles différentes. Là, on commence par une érosion et une dilatation et on compose. Vous voyez, c'est pas les mêmes opérateurs. Et je prends la moyenne finalement de ça et ça. D'accord? On montre également que on aura une convergence lorsque taux tend vers 0 de tous ces opérateurs-là vers f. L'opérateur de Bernard initialement proposé dans Rn également a été étendu de cette manière-là dans les variétés. Alors on va passer peut-être pour les résultats. Le cours a été très théorique pour justement montrer la difficulté de tout ça avant qu'on arrive à cette dernière étape-là également qui est aussi compliquée parce qu'il faut bien implémenter les choses, sinon on n'aura pas... il faut des schémas adéquats pour bien implémenter. Alors sur cette image-là, on a essayé de comparer l'approche classique ici en utilisant un élément structurant, on en a beaucoup parlé au début, qui est une boule. Là, l'élément structurant est une droite. Là, c'est l'approche qu'on a proposée dans le cadre de la dilatation où on prend t égale à 8 et le paramètre p égale à 1.1 et là, on est à 8.5. Alors, ce qu'on peut observer sur ça, c'est que ça, c'est avec la forme d'élément structurant la plus petite possible. D'accord? Rien qu'avec juste une application, on a une diffusion très importante. D'accord? Alors que ici, on peut bien contrôler cette vitesse de diffusion. D'accord? On peut bien jouer sur les paramètres là pour avoir des structures à des échelles beaucoup plus petites. D'accord? Ce qui ferait que l'analyse multi-échelle serait beaucoup plus fine avec cette approche-là qu'avec cette approche-là. Plus fine dans la mesure où on a des détails. On peut jouer sur le niveau de détail. Voilà. Vous voyez de là à là. Même chose pour l'érosion. De là à là, vous voyez, là c'est également l'élément structurant est une droite. Là c'est une boule. Vous voyez comment ça se diffuse. Là on contrôle ça à travers ces paramètres-là et de manière beaucoup plus fine. D'accord? Les structures vont être diffuses avec une certaine vitesse qu'on peut contrôler. Et ce contrôle-là, on n'aurait pas pu l'avoir avec ça. D'accord? Parce que n'oubliez pas que je vous avais dit que une fois qu'on a... il est très difficile, une fois qu'on a obtenu l'érosion, d'avoir l'image de départ. D'accord? Donc plus elle est détériorée, moins le fait de pouvoir récupérer ça, le pouvoir de récupérer ça est encore beaucoup plus difficile. Alors pour l'ouverture,
Mais quand même, également, on peut déjà remarquer que ça se comporte de manière similaire aux opérateurs classiques. D'accord? Dans la mesure où on a les structures, voilà, blanches vont devenir beaucoup plus blanches. On a des grossissements. Là, ça va devenir noir. L'ouverture, on a ces propriétés-là, mais d'une meilleure manière du fait qu'on puisse travailler avec des échelles beaucoup plus fines pour contrôler justement cette vitesse de diffusion-là. Là, c'est le cas de l'ouverture. Là, voilà ce qu'on a obtenu ici pour ces paramètres, les mêmes paramètres, t égale à 8 égale à 1.1. Également, ces paramètres-là dépendent intrinsèquement de la taille de l'image et du niveau de détail dans ces images-là. Si c'est une image très très riche ou c'est une image de type juste objet fond, peut-être que voilà, ces paramètres-là ne vont pas, et c'est normal. D'accord? Voilà. Alors là également, on a testé ça sur cette image-là, où on a ajouté du bruit de type poisson. Là, on a appliqué les filtres dont je vous avais montré tout à l'heure, le RTO, qui est celui de Bernard, qui a été étendu dans le cas des variétés riemanniennes, et le CL delta tau, qui sont une sorte de fermeture à des échelles différentes, pour la dilatation et l'érosion respectivement, là, avec des échelles différentes. D'accord? Voilà ce qu'on a obtenu comme résultat. Ça régularise, on va voir tout à l'heure avec les valeurs numériques que dans tous les cas, on aura une régularisation, comme théoriquement on a dû le constater. Pour les autres également, le S delta tau que j'ai montré avant et le T delta et leur moyenne qui est ici. D'accord? Bon. Alors pour ces images-là, je pense qu'on était aux alentours de 50 dB ou 45 dB ou quelque chose comme ça. Initialement, l'erreur entre l'image initiale et l'image qui a été bruitée. Donc vous voyez, dans tous les cas, on va avoir une régularisation dans la mesure où toutes ces valeurs-là vont être beaucoup plus grandes que le SNR entre l'image initiale et l'image bruitée. D'accord? Alors, on a le SNR, c'est Signal to Noise Ratio. Donc, le Q, c'est une valeur qui nous permet de comparer la netteté des images. Le Q, les valeurs de Q sont comprises entre 0 et 1. 0, ça veut dire qu'il n'y a pas 0, ça veut dire que 0, ça veut dire que l'image est encore très très bruitée. D'accord? Ça veut dire que l'image ne ressemble, ça veut dire que l'image resterait est très différente de l'image d'origine, très différente. Donc si c'est égal à 1, ça veut dire que l'image restaurée c'est exactement égal à l'image d'origine. Ça veut dire que on a fait un traitement parfait. D'accord? On n'est pas parfait comme on l'a vu sur les images. Là, ça fait 0,9. Alors, le QW, ça veut dire qu'on a moyenné, on a fait le Q sur des fenêtres, sur différentes fenêtres. On a pris leur moyenne pour essayer de renforcer ça. Le SSIM, c'est une valeur également qui permet de mesurer, qui est encore comprise entre 0 et 1, et c'est meilleur que le Q. Et il y a la norme L2 classique, que vous connaissez, donc entre l'image restaurée et l'image d'origine. Donc sur tous ces opérateurs-là, on a vu que les meilleurs filtres étaient ceux qui avaient le plus de SNR naturellement, et plus ces valeurs-là étaient grandes, mieux c'était, et également l'erreur doit être la plus petite possible. D'accord? Parce que là c'est la norme L2, elle doit être la plus petite possible. Alors de cela, on en tire que c'est le C delta et le M delta qui ont donné les meilleurs résultats de restauration. D'accord? Alors pour un autre type de bruit qu'on appelle speckle, qui est un bruit multiplicatif, également on a appliqué dessus pour voir si la propriété régularisation qui a été démontrée est vérifiée numériquement
Donc, on a l'image d'origine que je vous ai montrée. Là, ça a été corrompu avec un bruit. Et on regarde ce que ça peut donner sur ces images-là. Donc, pour les différentes méthodes, RT, RTO, C delta, celui qui est en haut et la moyenne de ces deux-là, la moyenne entre la moyenne entre ça et ça, qui est ici. Et le S delta, l'autre taux delta et la moyenne entre les deux. D'accord? Alors là également, on a comparé et les meilleurs résultats sont donnés par C delta et le M delta. Donc dans tous les cas, il régularise aussi parce que le SNR était égal à moins de 50 dB. Là on est à plus, ils sont tous supérieurs à 50 dB. Ça veut dire que ça régularise. C'est sûr que des méthodes de débruitage, il y en a qui sont beaucoup plus meilleures que celle-là. Il n'y a aucun doute. Mais ce qu'on voulait montrer, c'est que ça permet de régulariser. On l'a prouvé et que ça régularise sur ces images-là. D'accord? Là, je termine avec juste des références. Donc, celui dont je parlais, qui est avec l'étudiant en thèse, qui est ici, ça a été publié en 2021. Donc, j'ai parlé des articles de Bernard. Il y a le livre de Evans qui est très bien sur les solutions de viscosité. Il y a également celui de Fatih qui traite bien les variétés. Alors, j'ai parlé du travail de Azagra qui est là. Également celui de Jesus Angola 2014 sur les régularisations justement de ces choses-là dans les variétés riemanniennes également. Voilà tout ce que je voulais dire dans ce cours-là. Quelques perspectives, il y en a beaucoup. On travaille actuellement sur les variétés pseudo-riemanniennes. Là également, on y travaille et il reste juste les aspects numériques et on a proposé des choses sur également sur les groupes de Lie, d'accord, pour montrer qu'il y a énormément de choses. Dès lors qu'une formulation est possible, on peut étendre pas mal de choses. J'ajoute à cela ce qu'avait dit Jesus hier dans son cours, où il avait travaillé avec un autre Hamiltonien. Vous voyez, de là à là, tout ce qu'on a montré aujourd'hui, juste pour ça. Et il y a beaucoup de travail à faire sur le cas riemannien qu'a proposé Jesus. C'est pas des choses faciles, mais on sera vraiment disposé à une publicité pour ceux qui seraient intéressés pour travailler dessus. Et on serait preneur et il y a pas mal de perspectives là-dedans. Et ces choses-là qu'on a vues qui sont théoriques, mais il y a beaucoup d'applications, surtout en tout ce qu'il y a comme deep learning qui est vraiment tendance actuellement et l'IA qui fait beaucoup de bonnes choses sur comment appliquer ces choses-là. Et ce qui est intéressant quand on travaille avec les variétés, c'est qu'on pourra justement essayer de retrouver les propriétés de rotation et de translation dans ces structures géométriques-là. Ce qui pourrait améliorer les résultats de généralisation, qui est un des sujets vraiment chauds sur tout ce qu'il y a comme apprentissage et voilà. Il y a de belles perspectives derrière et j'espère que le cours a été intéressant pour vous et je vous remercie.